Bonjour à tous et bienvenue au studio de poche. Alors aujourd'hui vous ne verrez pas ma gueule parce que j'ai la flemme d'installer une caméra alors que tout va se passer sous Photoshop. Mais c'est pas grave parce que je pense que le tuto d'aujourd'hui vous allez bien l'aimer quand même parce qu'il m'a été beaucoup demandé. Il s'agit du Star Vortex. Enfin comment faire un Star Vortex quoi. Donc aujourd'hui nous allons faire un Star Vortex. Voilà. Alors, le tuto d'aujourd'hui, je vais le réaliser sous Photoshop. Je pense qu'il doit être faisable aussi sous The Gimp ou équivalent. J'ai juste pas trop cherché comment faire, pour être honnête. Mais les accros de The Gimp, je vous invite à fouiller de toute façon. Enfin, vous verrez sûrement des similitudes avec ce que vous avez l'habitude de voir. Et voilà. Alors, en faisant des recherches sur le Star Vortex, je suis tombé sur beaucoup de gens qui expliquaient que certains le faisaient à même l'appareil photo. Que c'était une vraie photo qu'ils faisaient dans leur appareil photo avec un dispositif qu'ils mettent sur un zoom et qui zoome très lentement pendant qu'ils font une circumpolaire. Ces gens-là sont des mythomanes. C'est pas vrai. Il y a des gens qui prétendent faire ça, mais c'est pas vrai parce que sur un Star Vortex, on voit certes le ciel qui zoome pendant une circumpolaire, d'accord, mais comment ça se fait que sur ces photos, le sol il zoome jamais? Le sol il est fixe et il y a que le ciel qui zoome. Voilà, mais c'est une vraie photo. Mais bien sûr, bon. Donc aujourd'hui c'est un tuto Photoshop parce qu'un Star Vortex ça se fait sous Photoshop. Et parce que ça se fait sous Photoshop, il y a quelques bonnes nouvelles pour commencer. Déjà, vous n'avez pas besoin de vous coltiner toute une circumpolaire. Vous avez juste besoin d'une photo du ciel. Je vais ouvrir ça tout de suite. Voilà, fichier ouvrir et je vais ouvrir une photo du ciel. Voilà. Alors. Une seule photo, ça suffit. Normalement, une circumpolaire, il faudrait 200 photos du genre prises avec le même cadrage et on a le ciel qui tourne. Là, il n'y a pas besoin. Parce que tout le mouvement des étoiles va être recréé sous Photoshop. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, la technique en elle-même est d'une simplicité déconcertante, mais ça vaut un tuto quand même parce qu'il y a pas mal de choses que je vais vous expliquer à côté. Donc, on va commencer par le commencement. Ici, j'ai une photo du ciel et juste du ciel. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de paysage dessus, alors que je vous dis systématiquement qu'il faut foutre un paysage sur une photo. C'est normal, on va mettre le paysage tout à l'heure. Mais pour cette technique, j'ai d'abord besoin d'un ciel tout seul. Si vous faites une photo avec un morceau de paysage dedans, ou la pollution lumineuse au bas de l'image, ou un truc comme ça, ça risque d'un petit peu vous compliquer la vie à l'assemblage. Donc, on va d'abord prendre une photo du ciel tout seul. D'ailleurs, si vous êtes un petit peu observateur, vous remarquez que là, j'ai la Voie lactée, ça, c'est l'étoile polaire, et là, ça, c'est, comment elle s'appelle, M31, la galaxie d'Andromède, que j'ai déjà shooté dans la vidéo sur l'astrophoto. Bon, peu importe, j'ai juste des étoiles. Cette photo, elle est presque brute. J'ai pris un RAW que j'ai saturé un peu sous Lightroom, j'ai ajusté la balance des blancs, mais surtout, je n'ai pas utilisé de profil de correction de l'objectif. Parce que j'ai remarqué que ça pouvait créer des artefacts sur l'image après, une fois qu'on faisait l'assemblage. Donc de préférence, n'utilisez pas la correction de l'objectif. Bref, vous allez voir maintenant, c'est débile, pour faire ce Star Vortex, on va créer un petit script de rien du tout. Là, j'ai ma fenêtre de script qui est ouverte, d'accord ? Je vais en créer un nouveau, donc je vais sur la petite feuille blanche, paf, j'ai un nouveau script, on va l'appeler Vortex, voilà, enregistré. Et maintenant je vais créer une série d'actions. Alors comment ça marche les scripts pour ceux qui connaissent pas, vu mon niveau sous Photoshop, j'imagine qu'il y en a d'autres qui ont besoin de se voir expliquer le truc. Alors, là j'ai le petit bitonio rouge qui m'indique que ça enregistre. Photoshop est en train d'enregistrer toutes les actions que je vais faire, et pour me permettre ensuite de les répéter automatiquement. Donc, première action que je vais faire, je vais prendre mon calque qui est tout seul, là, mon image. Je vais la glisser sur la petite feuille blanche pour en créer un nouveau. Et donc là, on voit que dans les scripts, on a dupliqué Active Calc. Donc il a bien enregistré un truc.
Ensuite, ce nouveau calque, je vais le mélanger au précédent avec la règle éclaircir. Pourquoi cette règle? Pour la même raison que la circumpolaire. On veut que quand les photos se superposent, seules les étoiles se superposent et pas toute l'image. Et encore une fois, dans le script, définir active calque, c'est cette action-là. C'est un peu abscon, on va dire, définir active calque, mais ça veut dire que j'ai changé la règle de mélange pour éclaircir. Et la dernière action, après c'est terminé, je vais appuyer sur CTRL T. Alors moi je suis sous Windows, c'est CTRL T. Pour les macistes, ça doit être quelque chose comme Pomme T ou un truc comme ça. Et maintenant, en faisant CTRL T, j'ai activé, comment ça s'appelle ce truc-là? Je crois la déformation libre du calque ou un truc comme ça. À la limite, on s'en fout. Maintenant, ce que je vais faire, je vais déformer mon calque. La petite croix que j'ai au milieu, là, c'est la croix autour de laquelle le calque tourne si je lui demande de tourner. Donc je vais la mettre, moi, sur la polaire. Alors, ça c'est un truc aussi qui est bien avec le Star Vortex, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir la polaire dans l'image. Si je veux faire tourner mon image autour d'ici, je peux. Bon, j'ai décidé de le faire tourner autour de la polaire, parce que je suis un putain de puriste de merde, mais vous pouvez le faire tourner de là où vous voulez. Et c'est ça qui est bien après dans la composition de votre image, c'est que vous n'avez pas besoin, au moment où vous faites votre image, de trop penser à ça. Vous avez juste besoin d'étoiles, et après, sous Photoshop, vous décidez de l'endroit où ça va tourner. Si vous voulez que ce soit au centre de l'image, de côté, là j'ai pris à peu près un tiers, peu importe. Et après vous faites la composition que vous voulez aussi. Tout à l'heure on va mettre le paysage. Quand vous mettez votre paysage, vous vous en foutez de l'orientation du paysage. Vous n'avez pas besoin d'avoir la polaire dans l'image ou quoi. Vous avez juste besoin d'une image d'étoile. Bref, j'ai décidé que ça tournerait autour de ce point-là. Maintenant je vais déformer mon calque. Et alors regardez bien ce que je vais faire. Pour créer un vortex, il faut donc qu'on ait un effet de zooming, mais on veut quand même que ça tourne, parce que c'est censé être une circumpolaire. Donc là, dans l'angle, je vais faire tourner mon image, et là, dans longueur-hauteur, je vais modifier le pourcentage de grossissement de l'image. D'accord? Donc on va commencer par là, et je vais mettre un gentil petit 99,9. Et donc je mets forcément le même de l'autre côté, 99,9, pour que la hauteur et la longueur de l'image soient modifiées de la même manière. Pourquoi 99,9 Parce qu'on veut une déformation qui soit très légère entre chaque photo. Je vais vous montrer si je mets, allez, on va mettre 90, 90 ici et là. Allez, hop, 90, voilà. Alors si vous regardez déjà là à l'image, on voit clairement l'espace entre les étoiles. Si je fais ça, mon filet ne va pas être continu, je vais avoir des pointillés. Donc, pour que mon filet soit le plus continu possible, il faut que la différence entre chaque image soit la plus légère possible. Donc je vais mettre 99,9 pour la démo, mais franchement, si vous voulez faire ça proprement, 99,95 c'est pas mal. Oh, et puis vous savez quoi, on va le faire. Ça prendra peut-être un petit peu plus de temps au moment de générer le truc, mais c'est pas grave. 99,95 j'ai dit, ouais. Voilà. Donc 99,95, 99,95. Et maintenant l'angle, parce que je veux aussi que ma photo, elle tourne. Donc là, comme angle, pareil, il ne me faut pas grand-chose. Je vais mettre 0, allez, on va mettre 0,1. 0,01, pardon. C'est vraiment pas beaucoup. Et je valide. Et là, maintenant, je peux arrêter l'enregistrement du script avec le petit carré, là, en bas dans le coin. Paf. Et mon script est créé. Donc j'ai seulement 3 actions. Je duplique le calque d'avant, je le définis sur la règle éclaircir, et je le déforme légèrement. Et là, j'ai fait un calque. Je pourrais faire ça manuellement avec tous les calques que je vais créer ensuite, mais ça serait chiant, d'où l'intérêt du script. Et maintenant, j'ai juste à sélectionner mon script, voilà, je vérifie bien que mon dernier calque est sélectionné aussi, et ensuite je masturbe le bouton lecture pour créer une multitude de calques. Vous pouvez les voir en bas à droite, ils sont en train de se créer les uns derrière les autres. Et j'ai mon vortex qui se crée. Et là, je me rends compte d'un truc, c'est que la valeur de rotation que j'ai choisie pour l'image n'était peut-être pas suffisante. Parce que ça, c'est le truc que j'allais vous dire ensuite. C'est que forcément, vous zoomez sur l'image et vous la faites tourner, mais si vous la faites pas assez tourner ou si vous la faites trop tourner, le résultat n'est pas le même. Donc là, je la fais très peu tourner. Je me suis dit, je vais pas mettre beaucoup pour être sûr. Et alors c'est un vortex, hein, ça tourne, mais très légèrement, ça se voit pas beaucoup. Donc je vais faire la même chose, mais avec d'autres valeurs. Voilà, donc je recommence, et ce coup-ci, donc 99,95,
Ici 99,95. Et ce coup-ci, au lieu de le faire tourner de 0,01 degré, je vais le faire tourner de 0,05 degrés. Ça fait pas une énorme différence, mais vous allez voir, ça devrait déjà largement suffire. Voilà, je valide, je coupe le script, parce que j'ai recommencé, j'ai mis un cut dans la vidéo, mais bon, forcément j'ai recommencé. Et je recommence à masturber le bouton lecture pour créer plein de calques. Et là, vous voyez que mon image, elle tourne déjà beaucoup plus qu'avant. Et je peux la faire tourner encore plus que ça, je peux la faire tourner moins. L'aspect de votre vortex va totalement dépendre du ratio que vous avez entre le zoom et la rotation. Plus la rotation est forte, plus vous allez avoir un effet discret. Plus votre rotation est faible, plus c'est le zoom donc qui va prendre le dessus, et plus vous allez avoir l'impression de zoomer fort sur vos étoiles. Bon, alors je vais m'arrêter parce que là j'ai une centaine de calques, ce qui est déjà pas mal je pense, et mon vortex est créé. Et vous voyez, c'est aussi con que ça. Alors maintenant donc je vais préciser 2-3 petites choses. Déjà là j'ai pris une image qui fait à peu près la taille de mon écran pour la vidéo. Comme ça va vite. Mais forcément, quand vous avez 100 calques dans une image, et que ce sont de gros calques, genre je sais pas moi, s'il y a un mec avec un 5 DSR, avec 50 millions de pixels ou un truc comme ça qui fait ça, il a intérêt à avoir un ordinateur qui suit. Toi qui regardes cette vidéo et qui veut faire ça avec des RAW de 35 millions de pixels, prépare-toi à faire un peu ramer ton ordinateur. C'est normal, voilà, c'est la technique qui veut ça. Ensuite, on peut regarder encore autre chose, c'est que cette image a donc été générée de manière totalement artificielle. Si on l'avait fait avec un vrai ciel, ce qui aurait été un petit peu compliqué, il aurait fallu bricoler un système qui zoome et tout, on aurait eu des nouvelles étoiles qui arrivaient au bord de l'image, mais là c'est pas le cas. Donc on voit clairement que y a un truc au bord de l'image qui n'est pas tout à fait naturel. Donc cette image, quand on va s'en servir tout à l'heure, il va falloir la recadrer un peu pour enlever ce bord pas très catholique. Hein. Ensuite, pour générer ce vortex, j'ai fait plusieurs essais avant de faire la vidéo, et souvent j'avais des artefacts bizarres qui apparaissaient. Et il a fallu que je cherche beaucoup pourquoi. Alors c'est le genre d'artefact que j'avais déjà eu sur des circumpolaires quand j'assemblais des images pour lesquelles j'avais d'abord appliqué une correction de la déformation de l'objectif. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure de ne pas le faire. Sinon ça peut vous donner des espèces de quadrillages moches à l'image, et c'est mieux d'éviter. Mais ça m'est arrivé d'en avoir sur un vortex comme ça, même sans appliquer la correction de déformation de l'objectif. J'ai trouvé d'où ça venait, mais je suis pas totalement sûr du pourquoi du comment. Si je retourne dans transformation du calque, est-ce que je peux l'ouvrir? Voilà. Quand vous déformez votre calque, forcément Photoshop va devoir interpoler des pixels, il va devoir en créer là où il n'y en a pas, il va devoir les déformer, etc. Et vous pouvez choisir une règle pour ça. Et toutes les règles ne fonctionnent pas de la même manière. Par exemple, bilinéaire ou bicubique, moi ça me donne de gros artefacts. J'ai utilisé bicubique plus lisse, parfois elle en fait, parfois pas. Mais souvent elle en fait pas. Donc je vous conseille d'utiliser la règle bicubique plus lisse quand vous transformez votre calque. Mais en fait, je vous conseille surtout d'essayer la règle qui va le mieux marcher pour vous. Faites des essais, c'est comme les valeurs, là, hein, 0,05, vous faites des essais et regardez ce qui vous plaît le plus. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Vous pouvez avoir un vortex qui est très zoomé, vous pouvez en avoir un qui tourne beaucoup plus. C'est vraiment à vous de voir. D'accord ? Ensuite, si vous... Alors, je vais revalider ce truc-là. Je vais essayer... Ouais, ça va, ça zoome bien. Alors, vous voyez, avec 99,95 en valeur de modification du... Oh putain, je cherche mes mots. J'ai utilisé 99,95 avant tout à l'heure dans la déformation. Ça va, c'est à peu près propre. Là, on voit au bord de l'image. D'où il vient ce truc qui dépasse là? Voilà, c'est mieux. Bon, là, on voit que les étoiles sont à peu près propres. Mais si vous utilisez une image plus grande que la mienne, parce que là, j'ai pas énormément de pixels, et que vous utilisez ne serait-ce que 99,95% en déformation, vous risquez quand même d'avoir des pointillés au bord de l'image. Et le problème, c'est que j'ai pas vraiment trouvé la solution pour pas en avoir. Parce que
si vous utilisez par exemple, si vous vous dites je vais aller encore plus loin, je vais utiliser 99,99 ou une valeur vraiment de ouf comme ça, j'ai essayé, ça me donne des déformations totalement aberrantes, ça me fait plus de vortex et j'ai pas compris pourquoi. Donc vous risquez d'avoir sur une image vraiment très définie des pointillés très loin du centre de la rotation, les étoiles en pointillés, on s'entend, et je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi, mais je sais pas comment vous pouvez corriger ça, on va dire. Ensuite, alors j'ai vu plusieurs tutos où il y avait des gens qui, à ce stade-là, sélectionnaient tout leur calque et les exportaient. Alors je sais plus, on en fichier script et exporter les calques dans des fichiers. Voilà, c'est ça. Et ensuite ils vont dans Star Stacks et ils les assemblent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir un effet. Alors, ils appellent ça un effet étoile filante, je crois, ou un effet comète, un truc comme ça. C'est-à-dire que là, vous voyez que les étoiles, c'est des traits, disons, solides, qui ont la même taille de chaque côté. Quand ces gens-là vont dans Star Stacks, ils utilisent une option automatique de Star Stacks qui donne un effet comète. Je sais pas comment je pourrais traduire ça. Le trait est plus épais d'un côté que de l'autre. C'est sympa. Le problème, c'est que j'ai essayé dans Star Stacks et on maîtrise pas trop le processus. C'est plus ou moins automatique. Et comme je sais le faire sous Photoshop, je vais vous expliquer comment le faire sous Photoshop. C'est tout con, ça prend juste un petit peu de temps. Mais vous pouvez beaucoup plus maîtriser le processus. Alors, c'est con comme la lune. Là, j'ai une centaine de calques. Donc de 1, 2, 3, 4, 5, 1, jusqu'à 100, j'ai 100 calques. Si je leur donne à chacun une valeur d'opacité qui est là, différente, je vais avoir cet effet. Alors, attendez voir que je réfléchisse un peu. Le dernier calque, donc le 100, c'est celui qui est le plus proche du centre. Et le premier, c'est celui-là. Donc si je veux un vortex qui aille de l'intérieur vers l'extérieur, il faut que celui-ci soit à 0%. Et celui-ci à 100%. Donc il faut que je commence en bas. En fait, vous pouvez essayer dans un sens comme dans l'autre, d'accord? Mais vous allez soit avoir un vortex qui va donner l'impression d'aller vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Et donc cette technique, c'est pas compliqué. Vous prenez votre premier calque et j'ai dit mon premier, je commence à 100. Je vais sur le deuxième calque, je lui donne la valeur de 99. Troisième calque, 98. Zut. Merde. 98, 97, 96, etc. Et à chaque calque comme ça, je lui donne une valeur incrémentée d'1%. Vu que j'en ai 100 et qu'il y a 100%, je fais 1% par calque. Si vous avez 50 calques, vous faites 2% par calque. Si vous avez 25 calques, vous faites 4% par calque, etc. Et ce faisant, je vais créer, je vais le faire en accéléré là, et puis vous allez tout de suite voir le résultat. Et voilà, je suis arrivé au bout. Alors, ça prend un peu de temps parce qu'il faut changer la valeur de l'opacité de chaque calque. C'est pas la fin du monde. Là, ça m'a pris 2 minutes. Et j'ai pas trouvé comment scripter ça. Bon. Mais vous voyez le résultat. Là, je n'ai plus des traits, des traits de valeur constante. Il s'effiloche doucement vers rien. Et ça donne cette impression de mouvement différente par rapport à tout à l'heure. Donc là, j'ai choisi vers l'extérieur parce que je suis allé de la plus grande valeur vers la plus petite. Si vous faites l'inverse, le mouvement va vers l'intérieur du vortex. Voilà, c'est... De toute façon, il n'y a pas de... À part cette histoire de script que je vous ai montré là, il n'y a pas de valeur absolue, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous pouvez choisir les valeurs que vous voulez, que ce soit pour le zoom, pour la rotation, pour l'opacité des calques. Vous faites totalement ce que vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas... c'est du Photoshop. C'est pas du vrai. Le mec qui vous raconte qu'il fait ça avec un dispositif pour zoomer et tout, c'est des conneries. Parce que pensez-y là, si j'avais eu un paysage dans mon image, qu'est-ce que ça aurait donné? Si j'avais eu de la pollution lumineuse dans mon image, qu'est-ce que ça aurait donné? Du gros bordel. N'importe quoi. D'accord? Donc, le mec qui vous dit qu'il a fait ça uniquement in camera, que c'est du vrai et machin, c'est des conneries. Il est forcément passé par Photoshop. Et quand bien même il a bricolé un système pour zoomer et tout, ce qui est une sacrée perte de temps à mon avis, compte tenu de la facilité avec laquelle on peut le faire dans Photoshop,
quand bien même il a bricolé ça, il est obligé de passer par Photoshop pour avoir le paysage derrière. Donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est que, étant donné le niveau de bricolage que c'est sur une photo comme ça, ne vous fixez pas sur des trucs en vous disant ça c'est réaliste, ça l'est pas. De toute façon, ça c'est pas réaliste. D'accord? Donc vous n'êtes pas obligé de centrer sur la polaire, vous n'êtes pas obligé d'avoir un paysage qui est orienté au nord ou je ne sais quoi. C'est de la pure compo Photoshop, donc vous faites ce que vous voulez. D'accord? Bon, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, je vous ai dit, bon, une photo comme ça toute seule, c'est fadasse. On va vite se faire chier si vous montrez des trucs comme ça sur Facebook, 2000 photos du genre, c'est chiant. Donc l'intérêt d'une image comme ça, c'est juste de mettre en valeur un paysage et d'être mis en valeur par un paysage. C'est exactement comme dans la vidéo sur la Voie lactée, je vous expliquais qu'une Voie lactée toute seule c'est chiant, et donc il faut un paysage avec. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais ouvrir une autre image, que vous allez sûrement reconnaître si vous avez suivi la vidéo sur comment shooter la Voie lactée. La voici, la voilà. Et sur cette image, simplement, ce que je vais... En fait, j'ai pas shooté de paysage nocturne là récemment qui pouvait faire l'affaire pour ce genre d'image. Donc j'ai dit, je vais simplement prendre celle-là pour faire vite fait, pour vous montrer qu'après, de toute façon, il faut rajouter un paysage. Donc, de votre côté, faites une photo de paysage nocturne. D'accord ? Vous vous souciez pas du ciel, enfin forcément il faut qu'il y ait une bonne partie de ciel dans l'image, mais on s'en fout de ce qu'il y a dans le ciel, vu que de toute façon on va le remplacer. Un seul truc que je peux vous dire éventuellement, parce que je vais vous réexpliquer la technique du masquage là tout de suite, on l'a déjà vu dans la vidéo sur la Voie lactée, mais je vais le réexpliquer. Le problème avec une image qui est peut-être un petit peu compliquée comme celle-là, avec plein de petits détails, c'est que à détourer c'est chiant, d'accord ? Donc il y a une manière de la détourer qui est assez simple, c'est vous utilisez la baguette magique qui est là et vous sélectionnez votre sol. Voilà. Et donc là il m'a bien sélectionné le sol avec tous les petits détails qu'il faut garder, etc. Donc c'est bien. Le problème pour ça, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait un certain contraste entre le sol et le ciel. Donc chez moi c'est facile, le sol est tout noir et le ciel est coloré. C'est un truc qu'il faut prendre en compte au moment où vous faites votre photo. Une idée pour faire votre photo de paysage nocturne, c'est de ne pas le faire tout à fait quand il fait totalement nuit. Faites-le au crépuscule, quand vous avez encore quelques ombres, un petit peu de caractère à l'image, d'accord ? Et à ce moment-là aussi, vous allez avoir un ciel par rapport au sol qui va être très clair. Donc si vous avez bien exposé votre image, votre ciel est très clair et le sol est un peu sombre. Il n'est pas tout noir comme chez moi, mais il est un peu sombre. Et donc avec l'outil baguette magique, ça va être assez facile à sélectionner. Si vous avez peu de contraste entre le ciel et le sol, ça va être beaucoup plus difficile et vous allez peut-être devoir faire un détourage manuel, comme dans la vidéo sur la Voie lactée. Et ça prend plus de temps, c'est tout. Et là, comme j'ai pas envie de me faire chier, voilà, baguette magique, je sélectionne mon sol. Alors attention, pas d'erreur, je fais sélection intervertir. Parce que ce que je veux sélectionner, en fait, c'est le ciel. Et avant, j'avais sélectionné le sol. Donc maintenant, je vais simplement... je vais prendre l'outil gomme. Et je vais effacer le ciel. C'est aussi con que ça. Voilà. Et maintenant, j'ai juste gardé le sol. Et vous voyez, j'ai de la transparence un peu partout. C'est nickel. Tout ce qui me reste à faire, c'est sélectionner mon image. Alors là, j'ai 100 calques. Ça va être le bordel. Donc, je vais sélectionner tous les calques. Je fais clic droit et je lui dis aplatir l'image. Et comme ça, c'est nettement moins le bordel à copier. Je fais CTRL A pour sélectionner toute l'image, CTRL C pour la copier, je vais dans mon autre photo et je fais CTRL V pour la coller. Alors, je me suis planté parce que j'ai fait une petite image en 1920 par 1280 pour faire la démo du Vortex, et la photo que j'ai ouverte là, c'était un plus grand format. Mais à la limite, je m'en fous, parce que de toute façon, vous allez vous retrouver avec une image qui va pas être tout à fait adaptée à votre photo, vu que vous n'avez pas fait les deux au même endroit, ou vous avez de la chatte et ça marche, mais la plupart du temps, ça ira pas. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Une fois que vous avez collé votre calque, vous appuyez sur CTRL-T pour le modifier, comme tout à l'heure. Donc déjà, je vais le tourner, voilà, et je vais le déformer. Alors une astuce, si vous le déformez juste comme ça, il ne conserve pas les proportions. C'est un peu chiant. Donc CTRL-Z, j'annule. Pour conserver les proportions en déformant votre calque, vous appuyez sur la touche SHIFT, et vous le déformez, et là, il conserve ses proportions. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, si je l'ajuste juste à l'image, j'ai les bords qui sont pas trop crédibles, parce que là, il manque des étoiles. Donc, je vais déborder un chouïa, comme ça. Comme ça, j'aime pas le cadrage, je vais redescendre un peu le centre, voilà. Truc comme ça. La définition de l'image va être dégueulasse parce que je l'ai énormément agrandi, mais c'est pour la démo, d'accord? Donc je fais valider.
Et le truc... Oh, ça va encore, hein. On va dire que c'est correct. Et bien évidemment, ce calque est au-dessus de l'autre, c'est pas bon. Il faut que mon calque de paysage soit au-dessus. Donc je le remets au-dessus avec la transparence. Et là, bim, j'ai un résultat qui est correct. Alors, cette photo, moi personnellement, je la trouve pas parfaite parce que y a vraiment aucune pollution lumineuse. Moi perso, je verrais plutôt ça avec un léger dégradé de jaune. Enfin, c'est peut-être l'habitude parce que j'habite dans un endroit avec un ciel pourri. Mais là, tout de suite, on peut considérer que la photo est finie. On est d'accord. Moi, personnellement, j'aurais tendance à essayer de rajouter... Alors, comment on va faire ça? C'est une expérience, là, tout de suite. Hein. C'est pas dit que ça marche. Je vais rajouter un nouveau calque. Transparent. Je vais créer un dégradé sur ce calque. On va dire un truc genre comme ça. Voilà. Alors j'avais déjà une bonne couleur de sélectionner, c'est une espèce de marronasse moyenne là. Bon, essayer de prendre un truc un petit peu de la même valeur, on va dire. Et je vais remettre ce... non, c'est pas celui-là, qu'est-ce que je fais n'importe quoi. Je vais remettre ce calque là par-dessus. Voilà. Là, j'ai un petit peu de pollution lumineuse, c'est crédible ou pas. Hein. Mais du coup, enfin moi perso, j'y crois un petit peu plus. Je vais peut-être décaler un peu le calque, parce qu'il y a un peu beaucoup de la pollution lumineuse. Voilà, on va le mettre là. Et voilà. Et j'ai mon Star Vortex qui est terminé. Ou pas, hein. On peut encore passer des heures sur cette photo. On peut s'amuser par exemple... je sais pas, moi, je vais sélectionner mon calque avec le Vortex. Je vais lui rajouter un calque de réglage, teinte, saturation, ouais, voilà, teinte, saturation, je vais rajouter ça. Et je vais, par exemple, non, c'est dégueulasse. Est-ce que je peux saturer les... Ouh, c'est dégueulasse, cette affaire. Non, je vais pas le faire. Je pensais saturer pour avoir plus de couleurs dans les étoiles. C'est peut-être un truc à faire d'abord sous Lightroom. Bon, de toute façon, j'ai déjà pas mal de couleurs, c'est pas mal. Bon, voilà. Cette image est terminée et vous savez maintenant comment la faire. Donc, je résume. Vous avez besoin d'une photo avec juste le ciel. Donc, c'est ce truc-là sans vortex, d'accord? Non, elle est là. Ah, non, c'est vrai, je l'ai traité. Bon, peu importe. Vous avez besoin d'une photo avec juste le ciel. Vous pouvez... Pourquoi il l'ouvre pas? Bon, allez, va te faire foutre. Vous avez besoin d'une photo avec juste le ciel. Vous pouvez le faire avec le sol, mais vous allez vous compliquer la vie. D'accord? Avec un simple script, vous allez obtenir ce résultat. Il faudra le recadrer un peu et le mettre derrière un paysage. Sinon, un vortex tout seul, c'est vite chiant. Alors, amusez-vous, expérimentez, parce qu'on peut avoir différentes formes de vortex en fonction des valeurs de déformation du calque qu'on prend. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'aller voir les autres. Enfin, je vous fais pas le laïus habituel, je pense que vous connaissez. Et puis bon, les boutons sont assez clairs dans leur contenu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Donc le prochain tuto ne sortira pas avant octobre malheureusement parce que j'ai encore beaucoup de boulot pour le moment. Et je sais pas quand ça va... Bon, c'est pas plus mal pour moi d'avoir beaucoup de boulot, mais je sais pas quand j'en aurai moins. Donc je sais pas quand je vais rediffuser plus de tutos. Quoi qu'il en soit, je continue avec les vidéos Le Tremplin de Poche. J'ai eu pas mal de bons retours de youtubeurs qui ont dit bah oui, j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés. Donc la semaine prochaine, je vous retrouve avec un tremplin de poche. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, à la revoyure.